Bonjour mes chers compatriotes. Excusez-moi, ma voix, dis donc, j'ai pas dormi, j'ai toussé toute la nuit. Je sais même pas qu'est-ce qui m'est arrivé, mais vraiment, si c'était pas cet engagement que j'ai envers vous, cette dette, oui, j'ai la dette envers vous de vous informer, de s'informer. Alors, chers compatriotes, chères familles africaines, chères familles Congo, venez, nous allons nous informer. Car l'information nous, nous oblige et nous incite, nous donne ce courage d'aller jusqu'au bout et de connaître, de s'informer davantage. Alors, c'est pour ça que nous sommes toujours, malgré ce qui peut nous arriver, malgré nos empêchements, malgré nos occupations, mais nous sommes là toujours devant vous pour vous informer. Car mon peuple périt par manque de connaissances. Et nous ne voulons plus que ce peuple-là puisse périr. Nous ne voulons plus le peuple de Dieu, la créature de Dieu, puisse périr par manque de connaissances. C'est pour ça que nous invitons tous les Africains, tous les Congos, tous les membres les peuples du monde entier concernés par cette primade de venir avec nous, de nous rejoindre, de se joindre à nous pour s'informer, car nous ne diffusons que des informations vérifiées, des informations vérifiables. Nous ne sommes pas là pour venir faire du buzz. Nous ne sommes pas là pour venir chercher de la célébrité. Car moi-même, maman Olga, moi-même, avant cette lutte, vous savez très bien que j'étais quelqu'un de discret. Je n'étais pas quelqu'un de public. Mais par cet engagement que j'ai pris envers vous, par cet engagement que j'ai pris envers moi-même, par rapport à ce qui se passe dans mon pays, dans mon continent, je ne pouvais plus rester assis et à observer. Je ne pouvais plus rester assis à attendre que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. Donc nous vous invitons à vous aussi de vous lever là où vous êtes. Faites comme nous, que chacun mette euh, de son mieux, fait de son mieux, que quelqu'un mette la main à l'édifice, que nous tous nous puissions participer pour sauvegarder ce qui nous est dû. Personne ne le fera à notre place. L'Afrique a fait confiance à tout le monde, sauf à elle-même. L'Afrique a invité tout le monde, mais il s'est éloigné de cette invitation. C'est l'Afrique qui a peut-être qui a pu inviter les autres sur son terrain, mais lui-même, il a été absent. Comment est-ce que celui qui hoste, celui qui invite peut être absent sur le terrain ou à l'endroit où il a invité, où ses invités se trouvent? Donc c'est pour ça que nous demandons, ceci dit que nous avons oublié ce que nous étions. Nous avons oublié ce que nous sommes. Alors c'est pour ça que nous venons vous rappeler ceci. Maman Olga vient rappeler toutes les femmes. C'est nous qui savons la peine, qui connaissons la peine que nous subissons, que nous avons quand nous donnons au monde. Quand on vient de trouver que cette créature que nous, à travers nous, Dieu nous donne cette possibilité de les mettre de leur donner la vie et les voir périr, les voir tirer par l'égoïsme, par la méchanceté de l'homme. Chers compatriotes, chers compatriotes femmes, levez-vous là où vous êtes. Alors, sans plus tarder, je vais vous passer toujours la vidéo. Comme je vous le dis toujours que je vais chercher les informations pour vous, je fouille pour que mon peuple soit informé, pour que les femmes du monde soient informées, pour que les peuples Congo pourchassés dans le plan Mouébara, pour qu'on puisse les exterminer, se réveillent et qu'ils prennent conscience partout où ils sont. Alors, sans plus tarder, mes chers compatriotes, je vais vous passer ces images parce que justement, moi, je vous prends déjà les images qui existent pour ne pas dire que je fais de la diffamation.
Je ne fais que passer les images qui sont déjà publiques pour qu'il n'y ait pas de la diffamation. Et même si je vous passe les images où je vous fais un témoignage de quelque chose que je de quelque chose qui n'est pas encore sur la toile. Ceci dit que j'ai des preuves j'ai des preuves pour 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 cette pour cette histoire ou pour ces propos. Alors c'est pour ça que mes chers compatriotes, permettez-moi que nous puissions regarder ceci ensemble. Et moi, je vais donner ma part d'analyse, je vais donner ma part de réflexion. Et vous aussi, là où vous êtes, vous allez à travers ces vidéos, à travers ces images que nous vous montrons, vous pouvez faire l'analyse aussi de votre côté. Et peut-être que c'est même pas peut-être par rapport à toutes ces images-là que nous vous passons, ces vidéos, ça va vous secouer là où vous êtes assis, ça va vous réveiller, ça va réveiller vos consciences pour que vous sachiez le travail que nous sommes en train de faire, l'engagement que nous avons pris, c'est pour sauvegarder notre peuple, pour défendre notre peuple qui a été massacré, génocidé par l'ennemi qui est toujours, qui a gagné du terrain sur notre territoire, sur notre continent par rapport à notre naïveté. Suivons tous ensemble et nous allons revenir pour que chacun donne son opinion. Cette vidéo dure 15 minutes, enfin ça dure 18 minutes, mais je vais la commencer à partir de 13 minutes. Donc, nous allons la suivre pendant 13 minutes et après, nous allons décortiquer cela ensemble. Suivez. Alors, on va attendre. Fourré, c'est-à-dire que à l'époque l'ancêtre de la DGSE qui était le SDEC dans les années 1948, juste après sa création, juste après la Seconde Guerre mondiale, a quand même été mêlé à des répressions de grève des mineurs, la grande grève des mineurs de 1948, alors c'était quand même pas son rôle pour un service d'espionnage lié à l'extérieur et à l'étranger. Vous avez des agents du SDEC, l'ancêtre de la DGSE, qui étaient liés à l'enlèvement et l'assassinat de Mehdi Ben Barka en 1965, ce célèbre opposant marocain qui avait été enlevé devant la brasserie Lippe à Saint-Germain-des-Prés. Et puis voilà, c'est vrai qu'on a multiplié un peu les coups foireux et les coups fumeux au nom de la France. On avait notamment des tentatives multiples de coups d'État, bien avant Nicolas Sarkozy, pour assassiner et renverser Muammar Kadhafi, le guide libyen. D'ailleurs, il y a une affaire qui est complètement oubliée aujourd'hui, c'est on a tellement voulu tuer Kadhafi qu'en 1980, on a tenté d'abattre son avion. Donc il y a un chasseur français qui est parti de la base de Solenzara en Corse et qui a tiré sur l'avion de Kadhafi, sauf que c'était pas l'avion de Kadhafi, c'était un avion de ligne italien qui se rendait en Sicile et l'avion a été abattu, détruit, il y a eu plus de 80 morts et c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment fait la lumière dessus. Alors il y a eu des enquêtes après, mais c'était un énorme raté de nos services secrets qui voulaient en finir avec Kadhafi. D'ailleurs, Thomas, des décennies plus tard, la France et notamment la DGSE s'impliqueront directement dans le renversement de Muammar Kadhafi. On se souvient tous de ces images. C'est désormais confirmé, Dieu est grand. Notre correspondant à Tripoli nous confirme que Kadhafi a été tué et que son corps est à Misrata. Son fils Almo Atassem a lui été capturé, ainsi que le criminel et chef des renseignements Abdullah Al-Senoussi. On espère avoir des images bientôt. Alors on attend toujours une confirmation officielle ou pas du CNT, le nouveau pouvoir en Libye. Muammar Kadhafi était né dans cette ville de Sirte. Sirte, sa ville natale. Ce serait donc là, protégé par un dernier carré de fidèles, que l'ancien guide libyen aurait trouvé refuge. Alors effectivement, sur les chaînes télé françaises à l'époque, et d'ailleurs occidentales, on a raconté que Muammar Kadhafi avait été renversé par son peuple. Et
pas question de défendre ici Mouammar Kadhafi qui était un dictateur, mais quand même, on a un peu aidé le peuple libyen, on l'a même beaucoup aidé à renverser Mouammar Kadhafi, et même dans le cadre de son assassinat, il y a des espions libyens qui ont fini par parler dans des journaux très sérieux comme Mediapart, notamment qui s'appelle Rami El Obeidi, qui est un ancien coordinateur du renseignement extérieur, l'équivalent de la DGSE libyenne, qui a dit mais vous savez, les gens qui ont tué Kadhafi, là, qu'ils ont sorti de son égout, c'était des agents de la DGSE française et qui l'ont abattu. On a tout organisé, on a tout fait, ça a été confirmé par de nombreux témoins. Et c'est vrai que l'implication du gouvernement français dans l'assassinat de Mouammar Kadhafi et dans sa chute est quand même assez patente, surtout que c'est pas forcément pour des motifs très nobles. C'est pas parce que Mouammar Kadhafi était un dictateur qu'on allait le renverser. Il y a quand même cette suspicion du financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 qui reste et que Nicolas Sarkozy aurait voulu se débarrasser d'un mécène qui menaçait un peu de balancer. D'ailleurs, on allait beaucoup plus loin. C'est que non seulement on s'est débarrassé de Kadhafi, mais à un moment, on a envoyé le service action de la DGSE, donc les commandos de la DGSE, essayer de se débarrasser de Saif al-Islam, qui était le fils de Kadhafi, qui est un peu le successeur de Kadhafi, qui, on se souvient à l'époque, était très médiatique. Donc on a envoyé un commando le liquider, sauf que, pas de chance, ils sont tombés sur un autre commando russe, celui-là qui était venu l'exfiltrer. Il y a eu même des affrontements entre les commandos, des commandos français, et il y a eu 3 morts parmi ces commandos français. Il y a eu vraiment un rôle catastrophique de la DGSE, parce qu'évidemment, au-delà de la chute de Kadhafi, que pas beaucoup de monde regrette, il y a eu la déstabilisation d'un pays, la Libye. On a fait absolument n'importe quoi pour en fait cette petite guéguerre privée qu'a menée Nicolas Sarkozy. On sait par exemple que en fait Mouammar Kadhafi était soutenu par des Touaregs qui étaient originaires du Mali, qui étaient du Nord Mali et qui venaient combattre avec lui en tant que mercenaires. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous Français? On a envoyé des émissaires de la DGSE voir ces mercenaires du Nord Mali et leur dire, bon écoutez, maintenant vous allez lâcher Kadhafi parce que c'est un méchant et on veut plus, mais en échange, on va vous donner l'indépendance du Nord Mali, puisque vous la réclamez depuis des années et que vous ne vous entendez pas avec le sud du Mali. Qu'est-ce qui s'est passé quand Kadhafi est tombé? Les arsenaux d'armes libyens ont été ouverts, ces mercenaires-là sont repartis avec leurs armes au nord Mali, sauf qu'ils ne sont pas repartis tout seuls, puisqu'entre-temps il y avait des djihadistes qui s'étaient infiltrés, et tout ça a donné l'arrivée de Al-Qaïda et de l'État islamique plus tard au Mali et le terrorisme qui s'est répandu à travers le Sahel. Donc forcément, des fois, on va dire notre renseignement extérieur a manqué sérieusement de jugeote. Justement, la DGSE a parfois eu un rôle très trouble, notamment dans l'affaire de la libération des otages d'Areva au Sahel. On regarde un petit extrait d'un reportage d'Envoyé spécial. Pourquoi l'État français a-t-il envoyé auprès d'AQMI plusieurs équipes de négociateurs, rivales, au risque de tout faire échouer? Je suis mandaté pour aller négocier la libération des otages. Le directeur de cabinet du ministre de la Défense, il me dit, tu as le feu vert, il ne peut pas y avoir 2 équipes. La France a déboursé plusieurs dizaines de millions d'euros de rançon pour libérer ses otages. 3 ans après, pourquoi plusieurs témoins clés évoquent-ils des détournements d'argent? L'intégralité de la somme n'est pas allée à AQMI. Quand il parle de rétrocommission, on comprend bien qu'il vise la classe politique. J'ai l'impression que notre souffrance, elle est utilisée pour peut-être un enjeu politique. Et je trouve ça crapuleux. Il y a eu aussi une chose qu'on n'a jamais compris, c'est l'histoire des 2 journalistes qui ont été tués à Kidal. Si AQMI n'a pas reçu la totalité des rançons, AQMI se serait-il vengé en assassinant Ghislaine Dupont et Claude Verlon, 2 journalistes de RFI? C'est une histoire absolument effroyable et dont on ne parle plus aujourd'hui, dont les enquêtes n'avancent pas. C'est-à-dire que, faut rappeler un peu, et donc en 2010, il y a 7 personnes, dont 5 Français qui se font prendre en otage par Al-Qaïda, AQMI, au Niger, qui travaillent pour Areva et puis pour Vinci. Et la France, au lieu de, effectivement, elle va mener des négociations, mais elle va faire absolument n'importe quoi. C'est-à-dire, on va mettre 2 canaux de négociation parallèles qui vont se détester entre eux, qui vont se tirer dans les pattes. Ces 2 agents de la DGSE qui dirigent ces 2 réseaux distincts. Il y en a un qui s'appelle Pierre-Antoine Lorenzi, c'est en général des anciens du service action de la DGSE qui ont quitté la DGSE mais qui restent toujours liés. Et l'autre qui s'appelle Jean-Marc Gadoulet, qui est aussi une sorte d'aventurier un peu barbouze qui s'est retrouvé mêlé quand il était à la DGSE, à des assassinats d'opposants au Tchad. Et donc, c'est au lieu de faire avancer un peu l'affaire, au lieu de permettre la libération rapide de cet otage, ces 2 réseaux-là vont se tirer dans les pattes, vont s'affronter. Il y a des choses même étranges qui vont se passer en France.
il va y avoir des maisons de campagne incendiées, il va y avoir des drôles d'accidents, et tout ça, en fait, sur fond de grosses sommes d'argent qui sont en jeu, puisque la France va payer pour libérer ses otages. Et ce qui est raconté dans le reportage, c'est que une partie de la rançon aurait mystérieusement disparu, n'aurait pas été remise aux ravisseurs, mais aurait servi de rétrocommission. Et Laurent Bigot, qui est un ancien diplomate, sous-directeur Afrique de l'Ouest au Quai d'Orsay, a évoqué des rétrocommissions vis-à-vis de la classe politique française, sauf que ça a eu cette incompétence, cet affrontement, cette guerre de clans, puisqu'on retrouve des proches de Nicolas Sarkozy dedans, va retarder la libération des otages. Et c'est évoqué dans le reportage, va peut-être coûter la vie à 2 journalistes de RFI, Guylaine Dupont et Claude Verlon, qui vont être enlevés à Kidal en novembre 2013 et assassinés le jour même. C'est quand même cette affaire a jamais été élucidée, puisque l'enquête est quasiment intégralement classifiée. Même les documents qui sont déclassifiés sont vraiment caviardés, ça veut dire on blanchit partout pour ne pas donner l'information. À tel point que quand même la rapporteuse spéciale de l'ONU, qui n'est pas une marxiste-léniniste patentée, s'est quand même inquiétée et a dit que l'enquête était entravée par le secret défense. Est-ce que finalement on aurait assassiné ces 2 journalistes en vengeance du détournement d'une partie de la rançon par ces réseaux de barbouzes d'anciens de la DGSE? C'est une hypothèse qui se tient, surtout que, quand même, il faut se poser une question, c'est que le jour de l'enlèvement de Guylaine Dupont, sa boîte mail a été piratée, ses mots de passe ont été changés, et ça m'étonnerait que ça soit forcément les djihadistes qui l'aient fait. Donc, on espère qu'un jour, il y aura la justice pour nos deux confrères, mais c'est vrai que ça met quand même en cause une certaine incompétence, voire la responsabilité de nos services secrets qui ont failli dans cette histoire. Et on a vu que les agents de la DGSE pouvaient parfois se reconvertir dans le privé pour le meilleur, pour le pire. Alors en fait, il y a une double reconversion. C'est assez marrant puisque depuis qu'il est arrivé au pouvoir, Emmanuel Macron a beaucoup utilisé des gens qui étaient passés par la DGSE, y compris les installer à des postes très proéminents, très importants au Quai d'Orsay, alors que c'est pas forcément des diplomates de base. Par exemple, son conseiller Afrique, Franck Paris, est passé par la DGSE. Les 2 derniers directeurs Afrique du Quai d'Orsay, qui est un poste quand même très important, sont aussi passés par la DGSE. Donc il y a vraiment un entrisme de la DGSE jusqu'au plus haut sommet de l'État. Et puis effectivement, quand ils n'arrivent pas à se recycler dans l'administration publique, ils se recyclent dans le privé, ils créent leur cabinet de conseil. J'ai parlé de Lorenzi et Gadoulet avant, qui avaient créé chacun leur société privée. Et puis ils vont se mettre au service d'intérêts plus ou moins nobles, en général plutôt moins que plus, de dictatures étrangères et notamment africaines. Vous savez par exemple une société qui s'appelait Galis, qui était très proche de la mafia corse, de Michel Thomy et de Bernard Squarcini, l'ancien tout-puissant patron du renseignement intérieur de Nicolas Sarkozy, qui allait se mettre au service de pays comme le Mali ou même le Gabon. D'ailleurs, ils ont été soupçonnés d'avoir été mêlés à la répression de l'attaque du QG de l'opposition qui a fait plusieurs dizaines de morts en 2016 lors de l'élection présidentielle gabonaise. Et même, il y a eu des choses assez rocambolesque et triste, c'est qu'on a même tenté d'assassiner un opposant congolais sur le territoire français. On regarde un petit extrait. C'est un opposant congolais réfugié en France. Un ancien général chassé de son pays par le pouvoir en place. Je vais donc à la gare de Bessancourt pour prendre mon train. Ce matin-là, un inconnu le suit et se rapproche. J'arrive ici, j'entends 2 coups de feu dans mon dos. Et je me retourne. Et quand je me retourne, je vois quelqu'un ici, à 1 mètre de moi, qui me pointe un pistolet. Et donc, je me mets à courir pour fuir. En zigzagant, j'essaie de fuir et je me retourne, il est encore sur place et je décide de le pourchasser. Et finalement, je sens que mon corps s'affaiblit et lui, il gicle là-bas où il y avait un véhicule qui l'attendait. La première balle a ricoché un peu plus haut. Et la deuxième, comme il était un peu plus proche, est rentrée et est venue en profondeur jusqu'à se loger à côté quand même du cœur. Je vous aide? Vous pouvez m'aider, oui. Voilà. Allez jusqu'au bout, et voilà. Ah voilà, oui. Exactement. Donc elle est là. Vous voyez la cicatrice? Ah, ouais. Elle est toujours là, donc la balle. La balle est toujours dedans. Et elle me jette. Et donc des enquêtes ont montré que il y avait certains gens de la DGSE pas très gradés qui avaient été derrière cette tentative d'assassinat. D'ailleurs, Ferdinand Mbaou
ne sera pas victime que d'ex-barbouzes reconvertis qui avaient quitté la DGSE. Il sera aussi victime en quelque sorte de l'État français, ce qui montre bien qu'il y a une certaine complaisance, puisqu'en 2017, donc après cette tentative d'assassinat, l'État français va geler ses fonds pour un financement du terrorisme islamiste, alors que lui n'était pas absolument pas musulman, donc c'était un truc complètement absurde. Et il va même avoir une deuxième tentative d'assassinat sur cet opposant, qui évidemment est un opposant à un dictateur ami de la France, à Denis Sassou Nguesso, quelqu'un de très sanguinaire, qui a été mêlé à de nombreux crimes contre l'humanité dans son pays et qui a notamment été très proche de Elf, puisqu'il y a beaucoup de pétrole au Congo. Et cette deuxième tentative d'assassinat, la justice va essayer d'élucider ça, va mettre les anciens membres du service action de la DGSE en examen, notamment quelqu'un qui s'appelle Daniel Forestier. Et ce Daniel Forestier va finir criblé de balles du côté du lac Léman. Donc peut-être qu'on a voulu l'empêcher de parler. Donc ça montre bien finalement que les services secrets sont bien loin d'être l'image qu'on a voulu donner dans le bureau des légendes, et des fois ne contribuent pas à l'image de la France, que ce soit ici ou même à l'étranger. Merci beaucoup Thomas pour ces histoires d'espions qu'on n'entend jamais dans les médias mainstream et qui éclaboussent de bien triste manière la France. Bon, vous avez tous entendu, hein? On a tous entendu ce qui se passe dans nos... On a tous entendu ce qui se passe dans la déstabilisation de l'Afrique, sinon du monde. Avons-nous entendu la complicité de la Russie là-dedans, ou la complicité de Poutine là-dedans, dans ce qui se passe dans ce monde? Entre les tentatives d'assassinat, entre la destruction de la Libye, entre la destruction de l'Afghanistan, l'envahissement de l'Afghanistan, comment s'appelle, l'Irak, le Yémen et tout ça là. Est-ce que nous avons entendu la présence des Russes ou des mercenaires russes, qu'aujourd'hui qu'on veut faire porter la responsabilité de la déstabilisation du Sahel? Chers compatriotes, nous avons le devoir de savoir. Nous avons le devoir de s'informer. Et c'est ça qui va nous montrer, qui va cibler les vrais ennemis de l'Afrique. Les vrais ennemis qui détruisent notre continent. Mais pour cela, mes chers compatriotes, l'Africain doit s'aimer. L'Afrique doit aimer son continent. L'Afrique doit être déterminée. Peuples africains, partout où vous êtes au monde, ne vous contentez pas des petites miettes qu'on vous donne. Car ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un plan pour nous éloigner de nos terres, pour nous éloigner de ce qui nous appartient. Car l'avenir de demain, c'est en Afrique. Malgré l'exploitation de nos sous-sols, malgré l'exploitation de nos richesses, l'Afrique n'a pas encore été touchée, n'a pas encore été exploitée, même pas à 15%. Donc nous avons l'avenir sur notre continent. Nous avons beaucoup à faire sur notre continent. Car par ignorance, nous croyons que c'est ici que nous allons trouver notre bonheur. Que c'est ici que nous allons trouver le bien-être. Mais quand nous remarquons ce bien-être-là, nous sommes toujours étrangers là où nous sommes. Mieux vaut avoir petit chez soi que d'avoir au grand chez les autres. Moi, personnellement, maman Olga qui vous parle, ce que j'ai ici, si c'était chez moi, je n'allais même pas me lever le matin pour pouvoir combattre ce que je suis en train de combattre aujourd'hui. Parce que j'allais me retrouver chez moi. J'allais me sentir à l'aise parce que je suis chez moi.
Ce que j'ai ici, si je l'avais dans mon pays, cela n'allait pas susciter ma colère. Cela n'allait pas susciter ma rage. Mais il est important de savoir que, parce que nous entendons souvent beaucoup de gens se dire que oui, les Africains sont des fainéants, les Africains ne savent pas faire ceci. Mais si nous arrivons à faire quelque chose dans un pays étranger, avec les petits moyens que nous pouvons avoir à l'étranger, qu'est-ce qui nous empêcherait de faire de même dans nos propres pays? Qu'est-ce qui nous empêcherait de faire de même là où nous sommes originaires? C'est parce qu'il y a un système qui est derrière pour ne pas que cela puisse se faire. Parce que sinon, on n'allait pas maintenir les dictatures, on n'allait pas maintenir les dictateurs sur nos terrains, sur notre Afrique. Comme je l'ai dit auparavant dans d'autres vidéos, le colon a changé le bâton. L'esclavagisme que nous avons vu dans le passé, qui se faisait de l'homme blanc à l'homme noir, a changé de méthode. L'esclavagisme est toujours là, sauf qu'il a changé de manière de fonctionner. L'esclavagisme est toujours là, mais le bâton, les chaînes qu'on fermait, comment on dit ça, qu'on liait nos parents, ont changé des maîtres. Le colon, pour se protéger, il a tendu les chaînes, il a tendu le bâton aux individus qui nous sont semblables. Il a tendu l'arme aux individus africains, aux individus qui nous ressemblent, pour se cacher de leurs crimes. Mais le criminel, aujourd'hui, nous savons qui est le criminel. Le terroriste et le terrorisme, nous les connaissons, d'où ça vient. Où est créé, qui crée le terrorisme? Ce ne sont pas des robots, mais ce sont des êtres humains. Comme je viens de le dire, le terrorisme, dans cette vidéo, on vient de le dire. Même pour tuer Kadhafi, quelles sont les stratégies qu'ils ont adaptées? C'est fournir les armes, faire passer Kadhafi de l'ennemi dans son propre pays. Oui, nous pouvons dire que Kadhafi était dictateur, mais il était dictateur dans son pays. Dans le temps de Kadhafi, on ne voyait pas les Libyens aller quémander. C'est comme aujourd'hui, on va dire, si Kadhafi était dictateur pour donner le bien-être à son peuple, pourquoi nous allons le lui empêcher ou reprocher? Je préfère même qu'il y ait un dictateur comme Kadhafi que d'avoir la dictature que nous avons aujourd'hui qui massacre son peuple. Kadhafi n'avait jamais massacré son peuple. Kadhafi, on lui a donné cette étiquette de dictature parce qu'il protégeait son peuple, comme aujourd'hui ce que fait Poutine. Comme aujourd'hui on a traité le gouvernement malien de la junte. Pourquoi? Parce qu'ils sont pour le peuple. Notre ennemi n'aime pas les gouvernements qui sont là pour leur peuple, pour l'intérêt du peuple. Quand vous êtes là pour l'intérêt du peuple, votre dictature est condamnée en fait, est critiquée parce que vous ne laissez pas ces gens-là pénétrer pour faire du mal à votre peuple. C'est ça qui les dérange. Quand c'est cette dictature, d'ailleurs, il y a la dictature à deux sortes. Il y a la dictature pour le peuple et il y a la dictature contre le peuple. Et nos ennemis travaillent pour la dictature contre les peuples. Ils protègent certains individus, ils protègent les gouvernements qui
font leur service et pendant ce temps, ce gouvernement massacre leur peuple. Sinon, aujourd'hui, on nous parle de la guerre de l'Ukraine. La guerre de l'Ukraine qui n'a même pas encore fait 1 an. Regardez les milliards qui sont dépensés. Pour la guerre de l'Ukraine, il y a des armes sophistiquées pour aller combattre Poutine. Mais pour les guerres qu'ils ont eux-mêmes installées en Afrique, ils sont incapables d'arrêter cela. Ils sont incapables de mettre fin à cela. Pourquoi? Parce que cela ne profite pas, comment j'allais dire, parce que cela ne leur profite pas. C'est pour ça que arrêter les guerres en Afrique, que l'Afrique retrouve une stabilité, ça serait un danger pour ces pays occidentaux qui se sont installés dans notre territoire pour soutirer, pour exploiter nos richesses. Est-ce qu'on peut comprendre un pays comme la RDC, l'un des pays les plus riches au monde? Oui, ils sont même venus pour nous parler de pays de la RDC. Mais la RDC fait partie du Congo, du royaume Congo. Le Cameroun fait partie du royaume Congo. Le Gabon fait partie du royaume Congo. L'Angola fait partie du royaume Congo. La Centrafrique fait partie du royaume Congo. Quel pays que je peux dire encore? Tous ces pays autour faisaient partie du royaume Congo. Donc ceci dit que c'était en temps de l'Empire, c'était un seul pays. Qu'est-ce que les prédateurs ils ont fait? Les prédateurs sont venus diviser pour mieux régner. Donc ils se sont partagés notre continent. Ils se sont partagés notre empire. Ils ont divisé notre empire pour leurs intérêts. La Belgique a pris sa part, les autres ont pris leur part. Le colon qui s'est approprié des 14 pays africains pour eux, se sont pris leur part. Et aujourd'hui, c'est eux qui contrôlent cela. À quel moment nous serons responsables de ce qui nous appartient? À quel moment? C'est pour ça que nous venons réveiller vos consciences pour vous dire que l'Afrique nous appartient. Personne ne viendra mettre de l'ordre en Afrique si nous-mêmes nous ne prenons pas conscience. Personne ne va nous aimer, va mettre la sécurité dans notre pays, dans notre continent, si nous-mêmes ne prenons pas conscience. Parce que ce qui est en train de se passer ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'était une histoire qui existait déjà. C'était un plan qui était déjà depuis longtemps. Nous, dans le cas du Congo-Brazzaville, il y a eu des accords qui se sont pris pendant la conférence de Berlin. Ils ont fait signer des contrats, des accords à nos parents dans une langue où nos anciens ne parlaient pas. Dites-nous, est-ce que nos ancêtres ont signé ces contrats en connaissance de cause ou ils ont juste cru à ces gens-là sur parole? Comme aujourd'hui, ce que font même les assureurs. Souvent, si vous ne lisez pas votre contrat, là où est important pour vous de savoir, ils les écrivent en petit. Et vous n'avez surtout, souvent, vous n'avez pas le temps de lire. Et c'est eux qui vont vous dire, voilà, c'est ça. Ils vont vous citer que ce qui est beau, ce qui est normal, ou bien ce qui est important pour vous de connaître. Et là, vous allez juste entendre toujours que non, vous allez être... comment on appelle, attiré, vous allez être attiré par ce qu'ils vont vous dire. Et après, quand quelque chose vous arrive et que vous allez commencer à réclamer ce qu'ils vous avaient dit et que vous avez signé, c'est là où ils vont vous sortir des petits écrits que vous n'avez pas eu
que vous n'avez pas eu à faire attention et que vous n'avez même pas eu connaissance. C'est ce qui se passe chez nous en Afrique. Nous avons fait rentrer l'ennemi sur notre territoire. Nous avons accepté l'ennemi sur notre territoire parce que nous, c'est pas nous qui avons pensé que c'était notre ennemi. C'est eux aujourd'hui qui sont venus nous ouvrir les yeux à voir que c'était eux. Ils étaient là pour nous faire du mal. Et si quelqu'un est là pour te faire du mal, il ne peut pas être ton ami. Il peut que être ton ennemi. Et sur ce, nous devons maintenant, puisque nous avons pris conscience, et nous continuons à réveiller vos consciences, à vous faire prendre cette conscience-là, pour que nous soyons ensemble. Ne quittez pas, attendez. Attendez, ne quittez pas. J'arrive. J'ai reçu un message là, en fait, Michel, du chemin, et j'ai dit que c'était pas moi. Et après, je vois qu'on m'envoyait un email à dire que je ne sais pas, mais demande si elle a rendez-vous avec le docteur, je vais regarder, je ne sais pas. Est-ce que c'est Pfizer? Est-ce que c'est Pfizer? Non, vous avez chez moi, c'est Pfizer. Pfizer, je peux. Parce que là, tu as reçu mon tour. Oui. Qu'est-ce qu'on a dit? Je n'ai pas reçu. Donc, c'est ça. Parce que moi, je reçu mon tour. Ils disent que ton envoi est confirmé pour lundi à 2 heures. Je n'ai pas demandé comment on a fait.
Ouais, vous allez m'excuser parce que j'ai un problème de gorge là. Peut-être avec le café chaud. Avec le café chaud, ça va m'aider. Mais comme nous devons parler, on ne peut pas s'arrêter. Où c'est que j'en étais avec cette histoire? Où c'est que j'en étais avec cette histoire? Oh là là, comme moi je suis pas live, donc personne ne peut me rappeler. Si je perds ma file de réflexion, il faut que je puisse attendre un peu, revenir, savoir où c'est que je me suis arrêtée. Parce que si j'étais en live, vous pouvez me rappeler en disant que non, maman Agnès était là et puis je peux. Mais comme je suis pas en live, donc je dois toujours me rappeler moi-même. Donc voilà, avec toutes ces histoires que je viens de vous montrer, les images sont là, on vous le dit tous les jours. Donc l'Afrique a fait confiance en tout le monde sauf en elle-même. Donc même ce que nous avons obtenu, tu vois, par rapport à l'Afrique, nous avons beaucoup de connaissances, nous avons beaucoup de choses naturellement données, naturellement créées par Dieu. Dieu nous a donné beaucoup de connaissances, beaucoup de choses. Mais sauf que par nous-mêmes, nous avons négligé tout cela. Même ce que nous avons obtenu de Dieu, par sa confiance, nous avons tout rejeté. Oui, nous avons rejeté parce que nous allons prendre, par exemple, un Africain n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre à chanter. Parce que d'ailleurs, le chant, la voix, c'est quelque chose qui vient, que tu nais avec. C'est inné. Savoir chanter, c'est inné. En Afrique, vous allez voir que nous avons tous nos musiciens, beaucoup de nos musiciens dans le temps, aujourd'hui, je ne sais pas. Dans le temps, aucun de nos musiciens a été à l'école pour apprendre à chanter ou à jouer, à jouer les instruments de musique. Personne. Même le sport, personne ne va à l'école en Afrique pour aller apprendre à courir ou pour aller apprendre à jouer au basket. Ils apprennent sur le tas. Mais tout cela, nous avons rejeté. C'est même la raison pour laquelle aujourd'hui l'équipe de France est remplie des Africains. Mais ces Africains-là qu'on va chercher en Afrique, ils ont appris sur le tas, ils ont appris dans les rues, dans des conditions difficiles. Mais ils arrivent quand même à donner des résultats, des bons résultats, une fois que ces prédateurs, oui, c'est le travail du prédateur. Soit ils vous tuent, ou ils vous éliminent, soit ils vous récupèrent dans leur camp et vous faire travailler par rapport à ça. Donc c'est pour ça que nous demandons aux Africains pourquoi on s'est senti inférieur alors que nous avons toutes les qualités. Pourquoi nous nous sommes sentis inférieurs? Est-ce que c'est par ignorance? C'est parce qu'on nous disait même ce que nous savons faire, ils vont essayer juste de corriger un tout petit peu en nous disant que non, si vous faites ceci, c'est comme ça que ça va être bon. Et nous allons croire en ça et nous allons négliger tout ce que nous avons obtenu naturellement. Il faut que l'Africain doit quitter cette mentalité. Vous devez être fiers de vous. Nous devons être fiers de nous. Parce que cela n'est pas normal. Peut-être que nous avons trouvé que c'était normal. Est-ce que c'était par manque de connaissances ou par manque de connaissances ou quoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais maintenant que nous avons saisi cet outil, on doit venir vous faire reprendre cette confiance. On va venir vous faire reprendre cette confiance. Parce que par manque de connaissances, on s'est fait massacrer, on s'est fait génocider. Nous avons fui chez nous pour laisser l'ennemi gagner du terrain.
Hein? Nous avons fui chez nous pour laisser l'ennemi gagner du terrain. Et avec ça, on veut nous parler aujourd'hui du vivre ensemble. Quel vivre ensemble? Si c'est vous qui êtes en train de nous pourchasser, c'est vous qui êtes en train de nous massacrer. Vous voulez se vivre ensemble en quoi? Quand vous avez ces ennemis, ces prédateurs ont choisi leur camp. Ils fournissent les armes à ce camp-là, à leurs agents, pour tirer au peuple qui n'ont rien demandé, qui demandent que de vivre ensemble. Mais eux, ils viennent nous imposer le vivre ensemble avec un camp qui est agressif. Est-ce que c'est ça le vivre ensemble? C'est ça le vivre ensemble, mes chers compatriotes. C'est ça le vivre ensemble. Chers compatriotes, le vivre ensemble qui a été imposé par les Occidentaux, par l'Occident, ne nous convient pas. Il est temps que nous puissions nous défendre. Ce vivre ensemble, c'est un faux vivre ensemble. Battons-nous pour que ceci s'arrête. Prenons le cas de la RDC, chers compatriotes. Un peuple qui se fait massacrer. Ils ont été envahis par les rebelles de M23 depuis 1997. C'est ça même qui a suscité l'assassinat du président Désiré Kabila. Désiré Kabila. Parce que quand il a vu que l'est de son pays était envahi, il a voulu défendre cette partie de l'Est. C'est ça qui a fait qu'on puisse l'assassiner. Il a été assassiné par qui? Par son fils adoptif. Aujourd'hui, on va dire la vérité. On en a marre de faire toujours du cache-cache. Et qui a donné des armes à ce fils-là de tuer son père, le père adoptif? Qui a soutenu Kabila aujourd'hui, Kabila pour l'assassinat de Désiré Kabila? Qui? Comment est-ce que tous les hommes politiques qui meurent en Afrique, qu'on assassine en Afrique, l'enquête ne va jamais jusqu'au bout? On a assassiné Thomas Sankara en pleine conférence, en sortant de la conférence d'une réunion. Donc, même là, est enterré à la va-vite. On n'a jamais su qu'il avait assassiné. Après qu'ils ont mis leur agent Blaise Compaoré au pouvoir, et c'est maintenant qu'on essaie de nous parler de la justice, de l'enquête, comme quoi c'était Compaoré. Alors que le peuple avait déjà, nous tous, on savait que c'était Compaoré. Après avoir brisé la famille de Thomas Sankara, d'où aujourd'hui même, il y en a beaucoup qui ne sont même plus là. Si ce n'était pas par la grâce de Dieu que sa femme est encore là pour pouvoir poursuivre ce procès, aujourd'hui, l'histoire de Thomas Sankara allait être là sans pourtant qu'on puisse trouver le coupable, alors que le coupable est là. Donc, si ces gens-là ne sont pas capables de venir nous donner les vrais résultats, soit des enquêtes, ou de nous prouver qui tue nos leaders, pourquoi nous devons les garder? Pourquoi avons-nous ces bases militaires si ces bases militaires ne servent pas les intérêts des peuples africains? C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout ce que nous voyons, nous venons de partager ça avec vous pour que chacun de nous puisse faire prendre sa part de responsabilité. Parce que moi, aujourd'hui, si je n'avais pas connaissance de ce que je connais aujourd'hui, peut-être que j'allais être comme vous, rester assis et attendre, rester assis et continuer à faire confiance à ces gens qui nous ont toujours voulu du mal.
C'est pour ça que je me suis dotée de je me suis engagée à venir partager, à fouiller l'information qu'on ne peut pas vous donner comme nous le faisons aujourd'hui. La guerre en RDC n'a jamais trouvé de solution. Ils ne savent pas, je vais le répéter et le répéter encore. Le secrétaire général des Nations Unies est venu dire devant les médias que les rebelles avaient le matériel plus sophistiqué que les Nations Unies. Bon, la présence des Nations Unies, pourquoi y a-t-il encore la présence des Nations Unies en Afrique ou en RDC si seulement eux, ils ne peuvent pas combattre les rebelles? Parce que leur présence est là-bas pour établir la paix. 25 ans, 27 ans après, il n'y a pas cette paix. La RDC n'a pas retrouvé cette paix. 40 ans après, nous, au Congo-Brazzaville, nous subissons des massacres. Aujourd'hui, tu peux voir même les ressortissants de la région du sud du Congo. On ne peut même pas croire que c'est dans cette région d'où provient toute la richesse du Congo. Et vous voulez que nous soyons toujours là, nous puissions fermer nos gueules. Ce monsieur Paris que notre journaliste Thomas vient de citer, qui est le secrétaire, le conseiller de Macron pour le continent africain. Moi, maman, j'ai eu à appeler ce monsieur. J'ai eu son secrétaire. Parce que je voulais m'opposer de l'arrivée de Denis Sassou Nguesso à la place de Paris. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Donc vous croyez que si Macron doit recevoir son homologue président, c'est vous qui allez le lui empêcher. Mais nous n'empêchons pas à Macron de recevoir son homologue président. Mais est-ce que vous, en tant que Français, vous êtes sûr que si Macron fait le service que fait Denis Sassou Nguesso au Congo, fait des massacres, commet des massacres, commet des crimes, des génocides que Denis Sassou Nguesso commet au Congo, est-ce que vous allez accepter que ce Macron soit reçu soit dans un pays quelconque? Nous ne sommes pas contre que vous recevez les présidents homologues, mais nous sommes contre que vous protégez les criminels pendant que le sang coule, pendant qu'il y a des massacres, des génocides commis par les mêmes personnes que vous êtes en train de recevoir au nom de la démocratie, au nom du président. Et nous, quand nous déclarons ceci, au lieu que vous puissiez faire justice, vous êtes là à protéger des criminels de tout un peuple. Vous êtes là à protéger des génocidaires. La chose que vous êtes aujourd'hui, vous êtes en train de faire avec Kagame devant nous. Vous êtes en train de faire ça devant nous, devant le peuple. Ce que vous nous avez caché, nous sommes maintenant au courant. Au lieu que vous changez votre attitude, au lieu que vous changez votre comportement, vous êtes en train de pouvoir continuer dans ceci, malgré que nous avons découvert que ce que vous êtes en train de faire, c'est pas normal. Qui fournit des armes à Kagame pour s'aimer le chaos à l'est de la RDC? La RDC se fait attaquer par les M23 avec les armes fournies par les Occidentaux. Et vous mettez l'embargo, vous imposez l'embargo au peuple qui se font massacrer, qui se font attaquer. Vous leur empêchez de se défendre. Même chose que vous faites à nous au Congo-Brazzaville. On se fait attaquer par Denis Sassou Nguesso, dont vous êtes en train de fournir les armes. Parce que nous avons arrêté des conteneurs des armes ou comment on appelle ça? Comment est-ce qu'on appelle ça? Je ne sais pas, quand tout... comment est-ce que ça s'appelle encore? Bon, ça va venir.
nous avons arrêté pendant tout ce temps que vous étiez en train de fournir des conteneurs des armes à Denis Sassou Nguesso pour massacrer les peuples Congo. Vous lui avez emprunté des fonds de la FMI pour acheter des armes. Et ces armes-là, c'était contre qui? Est-ce que, à quel moment le Congo a été attaqué ou a été en guerre avec un pays quelconque? Mais pourquoi notre budget est plus élevé pour la défense? Nous sommes menacés par qui? Le Congo est menacé par qui? Et là maintenant, la RDC, vous avez imposé l'embargo à la RDC de ne pas se défendre devant toute une armée que vous avez, devant les rebelles que vous avez armés pour aller tuer ce peuple à main nue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je demande au président Poutine, toutes les armes qui sont en train d'envoyer en Ukraine pour venir vous attaquer. Quand vous allez prendre ces armes-là, gardez-les, parce que nous allons faire la défense de notre peuple avec les armes qu'eux ils disent qu'ils n'ont pas des armes sophistiquées. Donc là, ils n'ont pas les armes sophistiquées pour combattre les rebelles, mais c'est pour aller combattre un pays comme la Russie qui a, qui a la bombe nucléaire. Ils ont quand même les armes pour envoyer à ce pays-là. À qui se moque-t-on? Est-ce que le peuple africain va continuer à subir? Est-ce que le peuple africain va continuer à se lever? Le peuple africain va prendre conscience? Ou nous allons attendre que les autres fassent pour nous? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ta protection commence par soi-même. Vous n'allez pas être là à aller danser, à financer des fonds pour aller danser, au lieu de pouvoir mettre les choses en place, investir pour se protéger. Donc, peuples africains, le message est que soyez prêts. Arrêtez la distraction. Nous avons dansé avec les armes. Nous avons dansé pendant que on est en train de mentir à nos peuples. Nous avons dansé dans tous les sens. Mais aujourd'hui, le résultat est quoi? L'Afrique n'a pas pu avancer. Nous avons tout à notre main. Nous avons tous les outils en notre main, sauf que nous n'arrivons pas à utiliser ceci par la naïveté, par le vivre ensemble, par le manque de confiance en nous-mêmes. Alors, peuples africains, il est temps pour nous d'être ensemble, de prendre l'exemple du Mali, de prendre l'exemple du gouvernement malien, de prendre l'exemple du président Digne Assimi Goïta pour sauver cette Afrique. Nous avons beaucoup à faire et nous avons ces capacités pour défendre notre continent. Arrêtons la distraction. Arrêtons la distraction. Tous ensemble pour combattre l'impérialisme. Tous ensemble pour combattre le néocolonialisme. Mais cela ne se ferait que si les peuples africains ont pris conscience. Alors, sur ce, mes chers compatriotes, nous avons encore beaucoup à se dire. Nous viendrons encore là prochainement pour vous informer. Ici, c'est Maman Olga de la Fédération Congo. La Fédération Congo où la mort nous vaincrons. Vive la Fédération Congo. Le Congo va se libérer. Nous allons chasser les bouchers sur nos terres. Nous allons chasser Denis Sassou Nguesso. Peu importe le temps que ça prendra. Mais la lutte a déjà
continuer et commencer, la bataille a commencé. La lutte continue. Seule la lutte libère. Vive la Fédération Congo. Continuez à signer la pétition. C'est ce chemin qui va nous emmener vers la libération de notre peuple.